There Yep, we are. it says we're live. We are live now without Okay. the countdown. Yes. Oh wait, we're gonna do this in French. Oh oui. Oui, on va passer au français. Well, hold on a second. Are you joined on the... Okay, C'est parti. c'est parti. Ok. Bonjour Christina. Bonjour Catherine, comment ça va? Très bien. Et toi? Oui, très bien, très bien. Je suis vraiment contente du webinaire aujourd'hui parce qu'en fait, ce matin, j'étais en train de mettre un post pour rappeler aux gens qu'on a cet événement et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment hâte d'attaquer les sujets parce que c'est des sujets, et je pense que pour toi aussi, c'est pareil, des sujets qui à la fois nous tient à cœur, mais aussi qu'on voit qu'il y a tellement de potentiel pour vraiment optimiser les choses et vraiment de faire mieux que peut-être ce qui se fait historiquement dans les formations en anglais. Donc non, je suis vraiment contente du sujet du jour. Et pour toi et pour moi, c'est des sujets dont on a parlé depuis très longtemps, mais on n'entend pas tellement dans le monde de la formation. Donc, Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. On Ok. est très content de partager avec vous aujourd'hui tout ce qu'on a discuté pendant des années avec Christina. Oui. Ce qu'on se connaît, depuis longtemps. Peut-être justement pour commencer, on peut se présenter. Et justement, comme ça, les personnes qui nous regardent, qui nous découvrent peut-être aujourd'hui, savent un peu qui on est et ce qu'on fait. Christina, tu veux commencer? Ok, oui, très bien. Donc, moi, je suis Christina Rebuffet-Brodus, fondatrice de Business English with Christina. Donc, nous sommes un collectif de coachs basé aux États-Unis, en France et un coach au Vietnam. Et on va accompagner les entreprises et les entrepreneurs vraiment à améliorer leur façon de communiquer en anglais. Donc, je dis pas améliorer leur anglais parce que l'anglais, c'est vraiment on va dire le moyen de faire quelque chose, mais on va vraiment les aider à mieux communiquer en anglais, mieux travailler, mieux faire des affaires, faire croître leur activité et tout ça en anglais. Merci Christina. Et toi? Et moi, je suis Catherine Eigen. Je suis dirigeante de A-Star Formation, ou A-Star Formation, qui était avant Eigen Training, mais on vient de changer le nom. Et nous sommes un petit organisme de formation spécialisé dans la prise de parole en anglais. Donc vraiment, on travaille sur tout ce qui est prise de parole en public, prise de parole pendant les réunions, des conversations, parce que c'est là où les gens ils ont plus de difficultés. Oui. Et moi, je suis formatrice et je travaille avec une petite équipe de formateurs, plutôt des formatrices, qui sont un peu partout en France et qui viennent des États-Unis, du Canada, Royaume-Uni comme moi, et Inde. Et on accompagne les entreprises et les particuliers, surtout avec le CPF, pour tout ce qui est anglais pour le travail, en fait. Oui. Ouais. Très bien. Donc, Christina, est-ce qu'on va commencer avec les idées reçues qu'on a entendues 1000 fois? Oui. Ce monde professionnel. Oui, très bien, très bien. Je pense que, ouais, en fait, je pense que pour toi comme pour moi, on a déjà dans nos parcours échangé avec beaucoup de directeurs et de directrices de ressources humaines, de chargés de formation ou de personnes dans les entreprises qui vont commander les formations pour leurs collaborateurs. Et donc, je pense que les idées reçues, c'est des choses qu'on a entendues à la fois de ces profils-là, mais aussi parfois directement de la part des personnes qu'on va accompagner. Par exemple, pour bien communiquer en anglais ou pour bien parler anglais, j'ai besoin d'être au moins de niveau C1. Par exemple. Donc, souvent, on pense que pour bien parler une langue, il faut qu'on ait un niveau élevé dans cette langue. Donc, on va voir pourquoi c'est pas forcément, c'est vrai que ça aide, mais c'est pas forcément la critère le plus important, peut-être. Ouais. Ouais. Et la deuxième idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est que pour bien travailler en anglais, je dois améliorer mon niveau d'anglais, surtout la grammaire.
Oui, voilà. Souvent, moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'entends toujours, qu'est-ce qui revient souvent? J'ai du mal avec les conjugaisons, j'ai du mal Ouais. avec les temps, Je etc. sais Donc, pas comment utiliser le present perfect. voilà. Ouais, Et en fait, c'est bien, mais c'est pas le point clé forcément. ouais. Après, on avait aussi justement, par exemple, ça peut être dans une conversation avec quelqu'un des ressources humaines, un tel a besoin d'améliorer son niveau d'anglais parce qu'il doit mieux comprendre ce que veut notre client américain. Donc, pareil, là aussi, c'est vrai que le niveau d'anglais, ça joue, mais pour arriver à atteindre cet objectif de mieux comprendre ce que veut le client américain, par exemple, il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu qui ne sont pas forcément que de la langue. Donc, il y aura peut-être pas forcément besoin d'améliorer le niveau d'anglais, mais d'améliorer autre chose pour arriver à cet objectif. Exactement. Mm. Et la dernière idée qu'on a beaucoup entendue, c'est que Jean-Pierre est bilingue, donc il n'a pas besoin de formation en anglais. Mm. Ouais. Et que On des fois, va... c'est pas ça, ouais. Vas-y, Christina. Ah oui, non, j'allais dire que justement, déjà, parfois, en discutant avec Jean-Pierre, enfin, etc., on voit que il n'est pas vraiment bilingue, mais parfois, c'est aussi, en fait, c'est pas forcément l'anglais qui est, entre guillemets, le problème. C'est autre chose qui sont plus dans le domaine des compétences professionnelles, donc par la communication, Ouais. les relations, etc. Et là, Et c'est l'anglais fait partie, mais c'est pas seulement la seule chose qui a besoin d'être travaillée. ça ne veut pas dire que si on arrive à un niveau B2 ou C1, oui, c'est très bien pour travailler en anglais, mais Mm. ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tous les sujets Oui, en anglais et qu'on peut oui, faire toutes les tâches qu'on a à faire oui, en anglais. Et c'est oui. là, on va en discuter aujourd'hui un petit peu. Oui, ouais, tout à fait. Donc, je pense que pour commencer, en fait, alors souvent en discutant avec les entreprises, on se rend compte que c'est difficile de mesurer le retour sur l'investissement d'une formation en anglais. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose où, par exemple, dans les ventes, on va acheter, par exemple, une formation pour les équipes de vente. On voit ce qu'ils vendaient avant la formation et on voit ce qu'ils vendent après la formation. Donc là, on arrive très bien à mesurer le retour sur l'investissement. En anglais, c'est souvent plus nuancé, plus Mmh. difficile à mesurer. Parfois, on peut avoir des retours de oui, je me sens mieux à l'aise maintenant dans mon travail, j'arrive mieux à animer ma réunion, etc. Mais vraiment concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Comment on va pouvoir mesurer le retour sur l'investissement, en fait? Et je pense que pour ça, ça commence vraiment pour quelqu'un qui cherche le prestataire, de vraiment d'être sûr que le prestataire, il peut répondre réellement aux besoins du stagiaire. Et donc, du coup, pour ça, bah, il faut avoir une idée très précise de Ouais. ce que ce stagiaire il a besoin de pouvoir faire en anglais, dans quel contexte et quels sont les enjeux derrière, par exemple. Et souvent, on entend, ah oui, il faut une formation en anglais. Et c'est ça, il n'a Ouais. pas de précision, il ne se sent pas à l'aise en anglais, donc il faut faire une formation pour Mm. réviser la grammaire ou enrichir le vocabulaire. Ouais, c'est Oui, ça, ouais. c'est nécessaire, mais on peut aller beaucoup plus dans les petits détails sur la Mm. précision de besoin de quelqu'un, Ouais, d'un stagiaire. Donc, ouais. comment diagnostiquer les besoins vraiment des collaborateurs Mm. pour une formation en anglais? Alors, il faut identifier déjà les situations Mm. prioritaires à améliorer. Et Ouais. là, on a quelques questions qu'on peut poser. Je vais commencer avec les premières questions. Ouais. Il faut demander dans quelle situation la personne utilise l'anglais et Ouais. avec qui. Ouais. Parce que si il parle ou elle parle seulement avec les Italiens, les Espagnols, les Japonais, ça ne sert pas forcément la même formation que pour quelqu'un qui travaille avec les Américains ou Ouais. les Irlandais. Mm.
Et Christine, tu veux Ah oui, continuer? la deuxième question. Bah, Ouais. ouais, je pense qu'une fois qu'on a identifié les situations et avec qui, après, ça va être d'identifier, OK, bah, dans ces situations qu'on a identifiées comme prioritaires, dans quelle situation la personne se sent le moins à l'aise en anglais. Donc là, on est vraiment d'un point de vue situationnel et pas linguistique, en fait. Donc là, ça peut être, par exemple, on sait que la personne doit animer des réunions et on identifie que cette personne ne se sent pas à l'aise pour animer des réunions parce qu'elle est timide, par exemple, parce qu'elle a du mal à gérer justement les interruptions ou peut-être des difficultés de savoir comment répondre à une question qui arrive qu'on n'a pas préparée. Et donc là, on est en train de vraiment à la limite presque de mettre à côté la question de la langue et de se dire pourquoi cette situation est difficile. Est-ce qu'il y a des choses chez la personne qui rendent la situation compliquée, anxiogène? Et ensuite, on va greffer la langue dessus pour vraiment travailler à la fois la compétence et comment le faire en anglais. Donc déjà, identifier les situations où la personne est moins à l'aise d'un point de vue situationnel. Et la dernière question, ce sera de toutes ces situations, laquelle devrait la personne régler en premier lieu pour faciliter le travail? Parce que on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut vraiment viser la chose qui est la plus difficile et qu'il faut régler pour être plus à l'aise dans le travail en anglais. Donc, peut-être, ça peut être les présentations devant un client. Ou, comme elle a dit, Christina, animer des réunions. Donc, on peut viser ces situations vraiment spécifiques et après, la personne peut travailler sur les compétences pour cette situation. Ouais. Par la suite, bien sûr, on peut travailler sur l'autre, mais il faut vraiment décider, OK, quelles sont les priorités. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, une fois qu'on a identifié justement la priorité, vraiment le point le plus prioritaire où justement si on règle ce problème, bah, après sa vie va être plus facile, il va être plus à l'aise. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, ça fait que vous êtes plus en mesure de vraiment sélectionner un organisme de formation qui sera capable de vous fournir vraiment un plan d'action avec des points intermédiaires, des milestones, comme on dit en anglais, pour vraiment évaluer les résultats concrets tout au long de la formation. Donc, on n'est plus dans quelque chose de très vague, on a besoin d'améliorer son anglais ou même on a besoin de pouvoir mieux travailler en anglais. On a vraiment identifié quel est le plus grand problème d'aujourd'hui, pourquoi et comment on va éliminer ce problème et comment on va le faire. Parce que parfois, il se trouve qu'en fait, la personne a besoin d'une formation ou d'un coaching sur une compétence, sur une situation précise et non d'une formation en anglais, mais par exemple d'une formation sur comment faire telle ou telle action en anglais. Et donc là, on va vraiment pouvoir mélanger les deux. J'ai envie de dire de faire d'un pierre deux coups, de l'aider dans la compétence professionnelle qui pose problème et aussi comment le faire en anglais. Par exemple, si on a quelqu'un qui doit aller à un salon Mm. pour représenter l'entreprise en anglais, Ouais. il faut pouvoir faire les pitchs, il faut pouvoir discuter avec les gens, mais pas seulement sur le travail. Il y a des cocktails, des apéros, il faut pouvoir parler à des gens qu'on ne connaît pas, mais au plein de sujets. Ouais. Donc, si on travaille avec quelqu'un qui a ce besoin, on doit travailler sur tout ce qui va avec. Ouais. Tout ce qu'il Et faut. là, Ouais. ouais, j'allais dire là, c'est un bon exemple d'une situation où même dans sa langue maternelle, peut-être la personne n'est pas à l'aise en fait. Et donc là, on va devoir travailler. Bah, c'est quoi les techniques pour aller vers les gens, pour s'intéresser Ouais. à eux, pour poser des questions qui vont nous amener vers les réponses qu'on a besoin de savoir pour identifier que le client a besoin de notre produit, etc. Et en plus, comment faire tout ça en anglais? Donc, Ouais. on n'est pas du tout dans la grammaire de comment on formule des questions. On est plus à la limite dans une formation sur comment être efficace sur un stand dans un salon Ouais. en anglais. Ouais.
Oui, parce qu'on ne va pas convaincre quelqu'un à acheter un produit si on utilise tellement bien le present perfect. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, je pense qu'on avait parlé aussi de cette idée de parfois on peut avoir des personnes qui ont un niveau avancé en anglais dans leur travail et que du coup ils sont écartés un peu des programmes de formation Ouais. parce qu'on se dit non bah c'est bon ils se débrouillent ils gèrent etc. Alors moi quelque chose que je dis toujours euh, c'est de ne pas confondre un bon score TOEIC et une bonne pratique de Ah ouais. l'anglais. Parce que Et le TOEIC, oui, oui, j'allais dire, il faut se rappeler que le TOEIC teste pas du tout les compétences en anglais oral. oui, oui. Ouais, C'est l'écoute, c'est la lecture, mais c'est pas du tout l'interaction avec ouais. des personnes. Donc, on peut avoir Euh, un taux de 950, mais on ne peut pas parler. oui, c'est Ça ça, ouais. arrive. Voilà. Et donc du coup, c'est en fait de vraiment euh, de ne pas prendre en compte uniquement le niveau d'anglais de la personne, parce que en fait, c'est pas la langue qui est vraiment la plus grande source d'appréhension. En fait, c'est vraiment le fait de devoir performer à un certain niveau dans une langue étrangère. Alors, je sais pas dans enfin les gens qui regardent, le public, voilà le mot que je cherchais, parmi vous, qui est totalement à l'aise avec le fait de prendre la parole en public, en français, enfin dans votre langue maternelle, ou pour négocier un gros contrat, ou pour gérer des conflits au sein d'une entreprise. C'est des situations qui peuvent être anxiogènes, même dans sa langue maternelle. Si Ouais. vous rajoutez en plus la couche de en anglais, pour quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, ça va simplement amplifier le stress, ce qui va diminuer la performance. Et du coup, c'est là où justement avoir un accompagnement qui va résoudre les deux problèmes, à la fois la compétence, la capacité pour l'objectif professionnel et aussi comment peut-être peaufiner les choses ou faciliter les choses en anglais, c'est là où ça va vraiment apporter un vrai changement. Catherine, je crois que qu'on en parlait de ça, on avait parlé de ton histoire avec Toastmasters et le fait de Ouais. présenter en français. Oui, en fait, parce qu'il faut comprendre que le cerveau, ça, on ne peut pas dire, OK, j'ai fait une formation en prise de parole en public en français et après, je peux le faire en anglais parce que j'ai étudié la grammaire et les vocabulaires anglais. Mm. En fait, pour avoir un apprentissage qui reste, on dit en anglais sticky learning, Ouais. il faut il faut faire la pratique dans la langue dans Mm. laquelle on va faire la tâche. Donc, par exemple, moi, je suis membre de Toastmasters. Si vous ne connaissez pas, c'est un club de prise de parole en public. Oui, c'est un peu bizarre que je passe mon temps libre à faire de la prise de parole en public, mais ça me plaît. Et en fait, en anglais, c'est pas facile, mais je suis de plus en plus à l'aise en anglais. Mm. Mais quand je prends la parole en français, par exemple, la semaine dernière, j'ai dû faire une évaluation qui est un discours improvisé en français. Et toutes les connaissances que j'ai pour gérer la voix, le langage corporel, je gère très bien en anglais. Mais dès que je commençais en Mm. français, ça a disparu. Parce que Mm. mon cerveau, il n'a pas assez pratiqué la prise de la parole en public en français. Mm. Parce Ouais, qu'il c'est ça. ouais, il y a plusieurs compétences à gérer en même temps dans une langue différente. Il faut les faire ensemble. Ouais, c'est ça. Et là, Ouais. je pense que justement, tu as mis un mot intéressant, c'est que je n'ai pas assez l'habitude de pratiquer la prise de parole Ouais. en français. Et je pense que là aussi, en fait, souvent, en fait, quand on regarde, par exemple, quelqu'un, je prends l'exemple par exemple, les Français qui travaillent avec des Allemands. Ça arrive assez souvent chez les clients. Et on sait que les Allemands, ils sont réputés d'avoir globalement un bon niveau d'anglais, mieux que les Français, par exemple. Enfin, c'est ce que j'entends. Je vais pas critiquer le niveau, mais on sait que globalement, les Allemands sont plus à l'aise pour l'expression en anglais. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est
parfois, on voit d'autres personnes qui parlent anglais et on se dit, bah, ils sont mieux que nous. Ouais. Mais est-ce que c'est à cause de leur maîtrise de la grammaire ou parce qu'ils choisissent toujours le mot parfait de vocabulaire? Non, en fait, ça vient de leur pratique. Ce qui fait qu'ils ont une meilleure aisance, peut-être une meilleure confiance en eux. Ils se posent moins de questions dans leur tête avant de formuler une phrase et ils y vont, en fait. Et je pense que si justement, peut-être si on faisait une évaluation des deux personnes, est-ce qu'on trouverait vraiment une grande différence dans le niveau global? Je suis pas sûre que ça sera systématique. Mais en fait, c'est justement cette aisance, cette fluidité, cette confiance qui vient de la pratique qui donne l'impression qu'on a un meilleur niveau que ce qu'on a, on va dire, si on faisait un test d'évaluation de niveau d'anglais. Et il faut se rappeler aussi que nos amis allemands ou scandinaves, ils sont grandis avec la télé en anglais, ils ont peut-être un meilleur système scolaire pour l'apprentissage des langues. Donc, tout ça veut dire qu'ils commencent avec une confiance en anglais que peut-être en France, on n'a pas. Parce que le système d'apprentissage des langues à l'école, malheureusement, c'est pas top, je vais dire. Et là, donc vous, les Français, vous commencez avec un peu de handicap. Mais avec des bonnes techniques et un peu de confiance, vous pouvez arriver à parler comme les Allemands, comme les Scandinaves. Ouais, c'est ça. Et en fait, justement, c'est peut-être là où c'est intéressant de regarder parce que, par exemple, souvent dans les formations, la personne a besoin j'ai envie de dire, de booster une compétence assez rapidement. Il n'a pas forcément 150 ou 200 heures de formation qu'il peut faire avant de pouvoir mieux présenter ou animer un stand ou négocier. Et juste un petit rappel, c'est justement pour passer d'un niveau à l'autre, par exemple de B1 à B2, on estime, et quand je dis on, c'est des études par Cambridge, etc., qui ont été faites sur le sujet, on estime qu'il faut entre 150 et 200 heures de formation, pas de temps devant Netflix, mais de travail pour passer d'un niveau à l'autre. Donc, déjà, on parle de j'ai un collaborateur, il faut qu'il arrive au niveau B2 avec 20 heures de formation. C'est pas du tout réaliste. Par contre, ce qui est réaliste, c'est de regarder peut-être les situations qui reviennent tout le temps. Ça peut être comme on a dit tout à l'heure, les situations prioritaires, mais aussi les situations qui reviennent tout le temps, comme savoir se présenter en anglais. Souvent, on doit le faire, de parler de ce que fait l'entreprise, peut-être de donner votre numéro de téléphone, votre adresse, mais vraiment de faire une liste de quelles sont peut-être les mini-situations que je sais qu'ils reviennent tout le temps, assez souvent. Je sais que je dois pouvoir les maîtriser, mais vraiment au bout des doigts. Et ensuite, de travailler sur comment faire ces situations en anglais pour les dérouler vraiment sans réfléchir, sans se poser des questions. Et là, Catherine, tu avais parlé justement d'utiliser des chunks. Donc, quand on va faire ce travail pour vraiment fluidifier et libérer un peu la charge mentale, si on peut dire. Oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle un chunk. C'est un peu bizarre ce mot, mais ça veut dire que, par exemple, on connaît tous la phrase Happy Birthday ou I don't know ou My name is. C'est des phrases qu'on apprend comme une phrase et pas comme les petits mots. Et en fait, si on commence à apprendre des phrases et répéter des phrases clés, et surtout dans les présentations, par exemple, les phrases pour les transitions, dans une réunion, des phrases clés pour vérifier que tout le monde a eu le temps de parler. Il semble qu'on il peut sembler qu'on a un niveau beaucoup plus élevé en anglais que la vérité. Et en fait, c'est la maîtrise des morceaux de langue, des morceaux de langage. Ouais, c'est ça, Et je veux dire aussi que, en fait, si on n'a pas un énorme budget pour payer une formation de 200 heures pour monter un niveau, c'est ça qu'il faut. En fait, il faut penser à booster les compétences existantes. Oui,
C'est ça, ouais. Et ajouter des techniques et work smarter, not harder, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, Il tout faut à work fait, ouais. hard aussi, mais Ouais, c'est ça, mais pas trop non plus. Enfin, des fois, on n'a pas, comme tu as dit, le ouais. budget de 200 heures. Je dirais même le budget argent, mais aussi le budget temps, en fait. Mais oui, c'est Euh, énorme. Ouais, donc, mais je pense que justement, pour ça, en fait, on peut revenir justement aux idées reçues dont on a parlé au début, et en fait, comment on peut, en gros, les exploser, enfin vraiment les Ouais, détruire, et justement, en parlant de budget, permet aux entreprises vraiment d'optimiser le budget, mais tout en augmentant justement le retour sur l'investissement, de vraiment voir des résultats. Donc, la première idée reçue, c'était cette idée que pour être un bon communicant en anglais, il faut avoir au moins un niveau C2. Mais en fait, non, on peut être un très bon communicant en anglais avec un niveau global de B1, B2. Si on travaille les compétences de communication, comme on a dit, qui sont prioritaires, on les travaille en anglais. Par exemple, je prends l'exemple de la préparation d'une présentation ou d'une réunion. On peut travailler sur comment on va identifier le message le plus important à faire passer, peu importe la langue. J'ai envie de dire ça, peu importe la langue, c'est déjà un travail intéressant à faire pour avoir des communications plus ouais, claires et plus intéressantes. Comment on va transmettre ce message avec clarté? Et donc, on regarde à la fois les techniques et à la fois le langage qu'on va utiliser pour faire ça. Et du coup, on n'a pas augmenté le niveau global de la personne, mais en peut-être quelques séances, on peut très bien voir un impact concret sur sa performance, entre guillemets, sur telle ou telle situation. ouais. Et je Mm. veux dire qu'en fait, en France, la plupart des gens qui travaillent en anglais sont au niveau B1 ou B2. Oui, oui. Ouais. Donc, ils Et peuvent déjà faire des choses très intéressantes ouais, tout en vraiment ciblant qu'est-ce que je dois pouvoir mieux faire en ouais, anglais. Ouais. exactement. Mm, Et la deuxième idée reçue, c'était je dois améliorer mon niveau et la grammaire surtout. mm, Et en fait, oui, la grammaire a certes un rôle à jouer. On ne peut pas dire que non, il ne faut pas tout de la grammaire. Mais c'est plutôt l'aisance, la fluidité et la structure des idées mm. qui vous rendent plus performant. Ouais. Parce que c'est, comme l'a dit Christina, c'est pour faire passer les messages, c'est pour communiquer. Et pour cela, on n'a pas besoin d'une conjugaison parfaite, on n'a pas besoin d'utiliser les temps que même les Anglais ou les Américains utilisent Mm, apparemment. Il faut pouvoir structurer un message clair et précis mm. et concis. Ouais. Et c'est ça qu'on peut travailler dans une formation plutôt sur les compétences de communication. Mm, c'est ça, ouais, c'est ça. La troisième idée reçue qu'on avait, c'était, par exemple, Jean-François a besoin d'améliorer son niveau d'anglais parce qu'il doit mieux comprendre ce que veut notre client américain ou parce qu'il doit insérer compétences prioritaires ici, on peut dire. Donc là, dans cette situation, oui, la langue, comme on a dit, ça joue un rôle, clairement, dans sa capacité à comprendre ce que les clients veulent. Il faut qu'ils comprennent quand même. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il y aura aussi dans cette situation la dimension interculturelle à prendre en compte. On sait que les Américains parfois on dit qu'ils parlent vraiment directement, ils sont cash, etc. Mais en fait, pas trop. Ça dépend des situations. Ça dépend de si c'est une critique ou pas. Donc, savoir interpréter tout ça, aller creuser plus loin. Comment on fait ça? Comment on va construire du lien avec l'interlocuteur? C'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer et qui Ouais. devient encore plus difficile quand c'est dans une autre langue. Donc, comment on va pouvoir surmonter cette barrière, construire du lien, mieux comprendre, mieux travailler ensemble. Et tout ça, en fait, ça relève du domaine des compétences interpersonnelles et de communication, mais c'est juste qu'on le fait en anglais. Donc, c'est pas seulement le niveau d'anglais qui compte, mais aussi, on va dire, ouais, les compétences de communication interpersonnelle, Ouais. etc. Et c'est pas juste au niveau de la langue que ça se joue l'accomplissement de tel ou tel objectif, en fait.
Et la dernière idée reçue, c'était Jean-François est bilingue, il n'a pas besoin de formation. Et comme on a dit, en fait, juste parce qu'on a un bon niveau, c'est pas dire qu'on est un bon communicant. Je peux avoir un très bon niveau d'anglais, mais si j'essaie de transmettre mes idées de façon très complexe et je parle très doucement, personne va entendre mes idées. Oui. Et en fait, c'est plutôt de travailler tout ce qui est communication, compétences professionnelles qui rendent performants. Et comme j'ai déjà dit, on ne peut pas penser, OK, on va travailler ces compétences en français et après, on va les traduire en anglais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, OK, ah oui, j'ai appris tout ça dans ma formation de prise de parole en public en français. Et après, j'essaie de chercher des mots en anglais en même temps que me mettre en position de quelqu'un qui a confiance dans un public. Et ça marche pas. En fait, on utilise trop de puissance de cerveau en essayant de traduire ces compétences. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le cerveau, il va vraiment comportementaliser. C'est pas facile à dire ce mot, comportementaliser les compétences. C'est-à-dire que, comme Catherine a dit, on peut pas apprendre, par exemple, des techniques de négociation. Et hop, bah, très bien, on les a appris en français. Maintenant, on va juste les transférer en anglais et ça va marcher. Le cerveau, il marche pas comme ça. Donc, ouais, effectivement, on a besoin de travailler les compétences dans la langue dans laquelle on va faire ces compétences. Ouais. En fait, souvent, dans le cerveau, les deux langues sont stockées dans des endroits différents dans le cerveau. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, justement, en sachant tout ça pour une directeur, une directrice de ressources humaines ou pour une chargée de formation qui est en train de regarder plusieurs organismes de formation et de savoir lequel choisir, on a préparé vraiment une liste, 3 questions à poser aux organismes de formation pour pouvoir vraiment évaluer s'ils sont capables de vous apporter un retour sur investissement, vraiment des résultats concrets dans un programme court. Parce que, comme on a dit, on n'a pas forcément besoin de faire 50 heures pour voir du changement. La première question que vous pouvez leur poser, c'est simplement comment identifiez-vous les objectifs de la formation? Donc, comment ils vont analyser les besoins, identifier les objectifs et vraiment les rendre très concrets et très précis. Et créer un programme qui arrive à atteindre ces objectifs. Ouais, c'est ça, ouais. Catherine, tu veux faire la deuxième question? Oui, alors c'est comment travaillez-vous les situations de communication en anglais au-delà de l'aspect linguistique? Donc, c'est pas seulement une question de TOEIC score. Est-ce qu'on va arriver à 950? C'est plutôt comment on va travailler ces situations qui sont clés pour la personne dans le travail. C'est ça, ouais. Et je dirais même que aussi qu'il faut pas hésiter à leur poser la question sur leur expérience dans tel ou tel domaine. Par exemple, je sais que si quelqu'un vient me voir en disant moi je suis avocat, je dois plaidoyer en anglais, moi je vais l'envoyer voir quelqu'un d'autre parce que moi j'ai jamais eu cette expérience de plaidoyer en anglais. Donc de justement creuser un peu sur leur expérience sur les situations qui vous sont importantes. Et justement, la troisième question à poser, c'est pouvez-vous nous donner des exemples de clients que vous avez accompagnés à la fois dans la langue et dans cette compétence de communication? Quelle était leur problématique? Comment l'avez-vous travaillé? Quel était le résultat? Donc, vraiment de demander des preuves concrètes de comment ils vont travailler et les résultats qu'ils vont obtenir avec leur travail, en fait. Et pareil, en sachant que le résultat souvent qu'on cherche, ce n'est pas d'atteindre un tel niveau en anglais ou un score sur un test, mais vraiment, souvent, c'est des objectifs commerciaux, c'est des objectifs de gestion d'équipe, de performance, de prise de parole en public, etc. Donc, vraiment, de se poser la question de
de savoir quel est votre objectif situationnel et enfin pour l'entreprise quand vous allez chercher à commander une formation en anglais. Est-ce que c'est de faire passer quelqu'un de B1 et de C2 et rappelez-vous que dans ce cas, il faut là on passe de B1 à B2 à C1. On est sur à peu près 400 heures de formation pour faire ça. Ou est-ce que c'est pour leur permettre d'être plus performants Ouais. dans leur travail, dans des situations précises? Ouais. C'est toute une question de performance à la fin. Ouais, souvent Ouais. c'est ça. Alors, du coup, Catherine, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine pour aujourd'hui? Non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vois Hmm? que Jeanne, elle Ah, elle a Jeanne, donné oui. Salut, Jeanne. oui, elle a écrit des commentaires sur le TOEIC. Oui, Mais ouais, et que c'est vrai qu'il l'apprentissage à y a l'école, ouais. déjà un TOEIC Speaking and Writing, mais la plupart des personnes ne font pas parce Hmm, que c'est pas une c'est- certification obligatoire pour le CPF. ouais. Et aussi ça que enfin, c'est plus cher qu'on en rajoute Ouais, ces parties. ouais, ouais. Donc, pareil, en fait, moi, je dis souvent si on va faire un test, de savoir pourquoi on le fait, en fait. Ouais. Mais après, Jeanne, elle dit aussi que justement, le pire, c'est l'apprentissage à l'école. Catherine, je sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, je dois avoir 90% au moins de personnes quand on commence à parler de pourquoi ils m'ont contacté, ils commencent à me parler de leur traumatisme de l'école, Ouais, ouais, alors qu'ils ont parfois 45, 50 ans. Mais ouais. donc, du coup, on voit qu'il y a vraiment, comme tu as dit, on se donne peut-être des limites ou on avait des mauvaises expériences par le passé Oui, qui restent avec nous toute la vie. Et du coup, ouais, on doit déconstruire ça et montrer que oui, en fait, c'est possible. Tu peux être bon en anglais, tu peux être bien et compétent dans ce que tu fais en anglais dans ton ouais, travail. Et c'est pas parce que tu as un niveau B1 que tu ouais, n'as pas le droit à être bon, en fait. ouais. En Mm, fait, à l'école, tout est focalisé sur les erreurs, mm, mais dans la vraie vie, on se focalise pas sur les erreurs dans le oui, langage. Et c'est surtout, ça. je sais que les Américains, les Anglais et même les autres nationalités, ils ils se rendent même pas compte que vous faites des erreurs. Mm, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ok, très bien. Bah, je pense que Donc, pour... est-ce qu'on est arrivé à la fin? Ouais, quoi? Non, tu voulais dire quelque chose, Christina? Ah non, 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 j'allais dire, j'ai dit, bah, je vois pas d'autres questions qui arrivent, Ouais, donc je pense qu'on peut conclure là en disant justement, si vous voulez plus d'informations sur justement cette approche où vous cherchez justement à accompagner vos équipes à les faire monter en compétences en anglais, Catherine et moi, toutes les deux, on est disponibles pour en parler. Alors, je sais pas, Catherine, est-ce qu'on peut mettre dans le chat comment nous contacter ou est-ce qu'on dit simplement heu, non, contactez-nous moi, sur je peux LinkedIn? pas mettre des commentaires, mais de toute façon, on est tagués sur LinkedIn. Oui, voilà. Donc, je pense que vous saurez nous trouver. Ouais, Et comme ça sera vraiment avec grand plaisir de vous en parler parce que, bah, je sais pas, enfin, pour toi, je pense que c'est pareil, mais je vais pas parler à ta place. Mais moi, c'est quelque chose que je vois dans les entreprises qu'on accompagne. Souvent, ils viennent vers nous en disant, j'ai besoin d'améliorer le niveau d'anglais de ouais, l'équipe. Et en fait, on voit que c'est pas forcément le niveau d'anglais qui est le problème et du coup, on travaille sur qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit cibler pour leur permettre vraiment d'avoir un changement au bout de même une formation de même de quelques séances parfois. c'est Donc, exactement ça. mmh, Et en fait, moi, j'ai commencé cet organisme de formation mmh, parce que j'ai vu, avant, j'ai travaillé dans les grandes écoles, j'ai oui, travaillé avec, plusieurs d'autres organismes de formation et à chaque fois, j'ai vu que les stagiaires, ils avaient les mêmes problèmes à chaque fois oui, oui, et il y avait pas des formations qui répondaient à ces oui, problématiques. Donc mmh, moi, je me suis dit: «OK, je vais démarrer mon organisme de formation pour répondre à ces problématiques spécifiques ouais. parce que je voyais pas quelqu'un qui y répondait jusque j'ai rencontré Christina. Voilà. Et du coup, on s'est dit: «Ah, mais on a trop la même approche, il faut Ouais. qu'on fasse un truc ensemble» et voilà. Donc très bien. Bah, voilà, donc vous savez, où nous trouver sur LinkedIn. Catherine, merci encore. Mais merci C'est Christina, un vrai c'était un plaisir plaisir. et on le refera, j'en suis sûre. Ouais. OK. Au See revoir, ya. bonne journée, Talk to bye you soon. bye.
Bye.